Situé dans la Chine des Tang, le pavillon de l'Ouest, Xixiangji, raconte les amours de Yingying et du jeune lettré Zhang Sheng. Sheng, qui chemine vers la capitale pour se présenter aux concours impériaux, fait halte dans un monastère. Il y croise Cui Yingying, qui accompagne la dépouille de son père vers son pays natal. Pour Sheng, c'est le coup de foudre. Après avoir longuement résisté, Yingying cède au jeune lettré avant qu'il ne poursuive sa route. Mais après un échec aux examens, l'absence de Sheng se prolonge. Pour ne pas nuire à sa carrière, Yingying lui sacrifie son amour et lui envoie une poignante lettre d'adieu. Pour satisfaire le public, qui ne supportait pas l'issue tragique du récit, Wang Shefu l'a remanié dans l'une des pièces les plus célèbres du théâtre chinois sous les Yuan. Le monastère est attaqué par Sun Feihu, tigre volant, qui veut s'emparer de Yingying, mais Sheng repousse les brigands à l'aide du général Du Cue. Quand la mère de Yingying apprend que les deux jeunes gens se rencontrent en secret avec la complicité de Hong Liang, la servante de Yingying, elle donne son accord au mariage à condition que Sheng réussisse les examens. Reçu premier, il épousera Yingying après bien des péripéties. Ce chef-d'œuvre de la littérature chinoise, attribué à She Nai-an, est inspiré de l'histoire de Song Jiang, chef de la bande des marais des monts Liang, telle que l'a raconté les conteurs de rue. Un document officiel rapporte les méfaits de ce bandit au grand cœur en 1121. Tous les personnages ont un nom de guerre. Lin Chong est dit tête de léopard. Yang Zhe, fauve à face bleue. Li Kue, tourbillon noir. Lu Da, bonze tatoué. 24 sont mentionnés sur ce vase Wucai, 5 couleurs du XVIIIe siècle. Le premier noyau des 36 bandits d'honneur s'agrandira au fil des épisodes. Malgré leur violence, tous ont un idéal moral, traduit dans leur devise. La première, loyalisme et fraternité, proclament leur dévouement envers l'empereur et leur indéfectible solidarité mutuelle. La seconde, agir à la place du ciel, leur engagement à défendre la justice contre les fonctionnaires corrompus. La scène peinte sur ce vase évoque un épisode du roman Au bord de l'eau.
au cours duquel le fameux arbalétrier Yenching abat des oies sauvages avec son arc. Le dialogue avec Song Jiang, le chef de la bande des marais des monts Liang, à laquelle tous deux appartiennent, révèle la charge symbolique et morale de l'épisode choisi. Yanqing. Voyant arriver un vol d'oies sauvages, j'ai tiré au petit bonheur et j'ai été le premier surpris d'avoir fait mouche à tous les coups. Song Liang. Un vol d'oies sauvages passant dans le ciel en s'appelant l'une l'autre est très exactement analogue à la bande de frères jurés que nous formons. Et vous, qui avez abattu plus d'une dizaine d'oies sauvages, dites-moi quelle émotion étreindrait les survivants si parmi nous plusieurs frères avaient disparu. Frères, gardez-vous donc dorénavant de faire du mal à des oiseaux aussi civils que fidèles. Cette belle à sa toilette est probablement Pan Jilien, l'archétype de la femme adultère qui apparaît dans Au bord de l'eau et dans Fille en fiole d'or. Wu Song, célèbre pour avoir tué un tigre à main nue, est le beau-frère de cette femme débauchée qui n'a pas hésité à tuer son mari pour se livrer à son vice avec un apothicaire. Il vengera le meurtre de son frère aîné en tuant Pan Jilien et son amant. Modèle du roman historique, cette œuvre de Chen Shou est le récit que tout Chinois a lu, lit ou lira autant que durera la Chine. Dès le IXe siècle, elle nourrit le répertoire des conteurs professionnels et du théâtre. Reprise et amplifiée au XIVe siècle par le dramaturge Luo Guangzhong, l'œuvre décrit un pays aux prises avec les ambitions d'une nouvelle classe guerrière au IIe et IIIe siècle. Le pouvoir, naguère disputé par les eunuques et les lettrés, est désormais au bout de la lance albarde, une leçon que les premiers souverains Qing, qui firent traduire le roman en mandchou, et les peintres sur porcelaine qui les servaient, auraient eu garde d'oublier. Le roman met en scène plus de 400 personnages, dont certains sont devenus mythiques. Liu Bei, modèle de la générosité et de la droiture, Guan Yu, le dieu de la guerre, Zhuge Liang, modèle du génie stratège. Des épisodes épiques, comme celui où le cabaretier Zhang Fei, à la grosse voix de cloche, brise d'un cri le pont sur lequel l'attendent ses ennemis, hantent l'imaginaire chinois.
De nombreuses céramiques illustrent des poèmes ou des histoires dont les héros incarnent les vertus confucéennes. L'identification précise des scènes est souvent difficile, mais de longues citations permettent parfois d'en déterminer le sujet. Les 24 exemples de la piété filiale sont l'une des sources d'inspiration préférées des peintres sur porcelaine. Cette scène de chasse atypique représente le jeune Tan, héros du 7e parangon de la piété filiale. Issu d'une famille modeste, il n'aurait eu d'autre moyen de sauver ses parents de la cécité que de se déguiser en cerf et de se glisser parmi les faons tétant leur mère afin de se procurer du lait de biche, seul ingrédient susceptible de les guérir. Surpris par des chasseurs, il leur révèle ici sa véritable identité, ce qui lui permet d'échapper in extremis à la mort. D'une beauté légendaire, Panyue était un poète de la dynastie des Jin de l'Ouest. Dans sa jeunesse, il se promenait souvent aux abords de Luoyang, la capitale, un lance-pierre sous le bras. Les femmes étaient folles de lui et lançaient des fruits dans son chariot sur son passage. Ses poèmes les plus célèbres sont ceux qu'il a écrits pour sa femme défunte. Nous étions deux oiseaux nichant au cœur des forêts. Un matin, l'un de nous deux s'est retrouvé seul au réveil. Le peintre a plaisamment représenté les femmes de la cour jetant des fruits sur le passage du poète. En bas, les enfants se font une joie de ramasser ceux qui tombent à côté du chariot.